Bienvenue dans cette deuxième partie du cours sur Françaises et Français dans une République repensée. Donc aujourd'hui, nous allons continuer ce chapitre en commençant par nous interroger à partir de cette frise chronologique. Alors, vous devriez repérer sur cette frise la 4e République que nous avons étudiée la dernière fois et qui est la continuation directe d'une part du Conseil national de la résistance, puis du gouvernement provisoire de la République française, qui eux-mêmes faisaient suite à la Seconde Guerre mondiale. Donc la 4e République, qui est mise en place en 1946, regardez sur la frise, elle dure finalement très peu de temps, 12 ans seulement. Ensuite, on passe à la 5e République, qui est le régime politique dans lequel nous nous trouvons toujours aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ces numéros de république? Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Eh bien, on change de république lorsque l'on change de constitution, c'est-à-dire lorsque les règles du jeu qui organisent le fonctionnement des pouvoirs dans un pays changent. Donc là, cette constitution ne dure que 12 ans. Donc première question à se poser, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'on passe à une 5e république? Pourquoi et comment passe-t-on à la 5e république? Ce sera la problématique de cette deuxième partie du cours. Pour le comprendre, nous allons étudier un discours justement de 1958 de Charles de Gaulle, discours à l'Assemblée nationale. Alors pour vous présenter le contexte, Charles de Gaulle, une fois qu'il a pris la tête du gouvernement provisoire de la République française, ce n'est pas lui qui va ensuite être président. Il va y avoir deux présidents qui vont gouverner la France, et surtout des présidents du Conseil, c'est-à-dire des sortes de premiers ministres, mais lui sera pendant ce temps-là retiré de la vie politique pour replacer la situation. De Gaulle annonce une nouvelle constitution. La France se trouve menacée de dislocation et peut-être de guerre civile. C'est dans ces conditions que je me suis proposé pour tenter de conduire une fois de plus au salut le pays, l'État, la République. Mais ce ne serait rien que de remédier provisoirement, tant bien que mal, à un état de choses désastreux si nous ne nous décidions pas à en finir avec la cause profonde de nos épreuves. Cette cause, l'Assemblée le sait et la nation en est convaincue, c'est la confusion et par là même l'impuissance des pouvoirs. Le gouvernement que je vais former moyennant votre confiance vous saisira sans délai d'un projet de réforme de la Constitution. Alors c'est intéressant, donc vu le texte, De Gaulle s'adresse à qui? Il s'adresse à l'Assemblée nationale, aux députés élus du peuple. Et on voit qu'il est revenu au pouvoir, il est rappelé parce que la situation est particulièrement difficile. Donc il dit qu'il va conduire le pays une fois de plus au salut, donc il fait référence bien sûr à son rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Il présente deux grands dangers en fait, l'un immédiat et un qui est plus profond, qui menace la France. Donc il parle d'abord de guerre civile. Menace de guerre civile et de dislocation. Alors comment on peut expliquer ça? Là, il faut revenir à la date, 1958. Depuis 1954, se produit un événement qui explique cette situation de crise. Vous devriez vous en rappeler d'un chapitre précédent. Il s'agit de la guerre d'Algérie. Donc une guerre qui ne dit pas son nom, une guerre de décolonisation entre le FLN, donc le Parti de Libération, Front de Libération Nationale algérien, et puis l'armée française envoyée pour réprimer cette volonté d'indépendance. Là où on a une menace de guerre civile, c'est-à-dire une guerre entre Français, c'est parce que la population française et les partis politiques français sont très divisés sur la question entre le fait d'accorder l'indépendance à l'Algérie et le fait de garder cette colonie, notamment tous ceux qui soutiennent les populations de pieds noirs, c'est-à-dire de Français, des colons français et européens qui se sont installés là-bas et qui souhaitent, évidemment, puisqu'ils y vivent, que l'Algérie reste une colonie française. Donc cette situation est extrêmement tendue, on a une tentative de coup d'État, de putsch de la part de généraux qui sont du côté de l'Algérie française. Eh bien, cette situation extrêmement explosive fait en sorte que De Gaulle revienne au pouvoir en 1958 et propose une nouvelle constitution. Alors, il base aussi ce projet sur un autre mal. Pour lui, la cause actuelle de guerre civile, ça vient d'un mal plus profond. La cause profonde de nos épreuves, il parle de ça, c'est l'impuissance des pouvoirs. Et là, il fait référence
à la 4e République en elle-même et des gouvernements qui changent souvent. Du fait du mode d'élection à la proportionnelle, eh bien, on a des coalitions politiques, des alliances politiques qui font que les gouvernements changent très souvent. Ils sont renversés par l'Assemblée nationale et donc, selon De Gaulle, ça empêche de faire une politique à long terme et ça bloque le pays. Voilà pourquoi il propose une nouvelle constitution, la 5e République, qui va être adoptée par référendum. Donc, pourquoi et comment passe-t-on à la 5e République? D'abord parce qu'il y a une crise de la 4e République, l'instabilité gouvernementale et la crise de la guerre d'Algérie. De Gaulle revient au pouvoir et fonde la 5e République en 1950. Très rapidement, la constitution qui est votée en 1958 va être modifiée. Ça va rester la même, mais il y a un point qui va être modifié, qui est exprimé par cette affiche. Oui, c'est vous qui élirez le président de la République, avec un doigt pointé sur le spectateur, donc ça peut être n'importe qui. Oui, c'est vous, parce que c'est pas évident à cette époque que ce seront les électeurs qui vont élire le président de la République au suffrage universel direct, sans passer par l'étape des députés. C'est tout à fait nouveau, ça s'est plus fait depuis 1848 et la 2e République. On avait tenté l'élection d'un président au suffrage universel direct, et où celui qui avait été élu était Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier Bonaparte, et qui avait remplacé la République par un empire, donc le 2e empire, sous le nom de Napoléon III. Et donc c'était un échec retentissant, puisqu'on a eu de nouveau une monarchie à la place de la République, par celui qui avait été élu président de la République. Donc pendant longtemps, ça a un peu calmé cette idée-là. Mais là, on revient à cette idée que ça doit être le peuple qui directement élise un homme pour le gouverner. Ce qui va considérablement renforcer le pouvoir du président, puisqu'il va être élu par tous les citoyens directement. Donc sa légitimité est très importante. Alors, cette nouvelle 5e République dans laquelle on se trouve actuellement, effectivement, elle accorde des pouvoirs au président qui sont plus importants que lors de la 4e ou de la 3e République. Alors, on va voir comment ça fonctionne, et ça sera aussi un point d'EMC. Hein. C'est indiqué en haut de l'organigramme de l'histoire à l'EMC, puisqu'il s'agit du système politique dans lequel on se trouve aujourd'hui. Alors, on va partir du bas, en démocratie. Ce sont donc les citoyens qui sont au cœur des institutions. Les électeurs, ce sont les citoyens et citoyennes majeurs, donc 21 ans en 1958, mais 18 ans en 1974. L'âge est rabaissé. Donc ces citoyens, ils élisent des représentants lors d'élections. Ils élisent comme avant les députés de l'Assemblée nationale pour 5 ans. Donc ça existait déjà, l'Assemblée qui vote les lois et qui contrôle le gouvernement. Et puis, ils élisent des conseillers régionaux, départementaux, municipaux, donc à tous les échelons, de leur commune, de leur département, de leur région, qui eux-mêmes, en plus de gouverner la ville, la commune, le département ou la région, vont aussi élire des sénateurs. Donc, il y a 2 assemblées en France, l'Assemblée nationale des députés élus directement par les électeurs, et le Sénat qui est élu par les élus locaux. Cela forme le Parlement, donc, qui vote les lois. Alors, il y a 2 assemblées. Très rapidement, une loi peut être proposée par l'une ou l'autre des assemblées. Elle va d'abord être proposée à l'Assemblée nationale, qui va l'envoyer au Sénat, qui peut la modifier, l'amender et la renvoyer à l'Assemblée nationale. Donc, il y a une sorte de ce qu'on appelle une navette parlementaire. S'il n'y a pas d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Le fait d'avoir 2 assemblées, ça permet finalement de faire vivre un peu plus de débat et d'avoir une sorte de contrôle de l'une sur l'autre qui peut être intéressant. Donc ça, c'était un peu le fonctionnement qui existait déjà sur la 4e République. Ce qui va changer surtout, c'est que les électeurs, ils élisent aussi pour 7 ans, dans un premier temps, le président de la République, qui est le chef de l'État, qui est élu au suffrage universel directement par les citoyens. Il peut décider d'un référendum, c'est-à-dire de demander directement au peuple son avis sur une question, ce qui lui permet de passer au-delà de l'Assemblée nationale, puisque le peuple va directement décider. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire décider que c'est fini, l'Assemblée nationale, on annule, on met fin à tous les mandats des députés, et on va recommencer, refaire des élections. C'est lui qui nomme le gouvernement,
qui conduit la politique de la nation, donc le Premier ministre et ses ministres. C'est lui qui nomme aussi les membres du Conseil constitutionnel qui vérifient que les lois sont bien conformes à notre Constitution et que les élections se passent correctement. Alors, le Parlement contrôle quand même le gouvernement, mais c'est le gouvernement qui propose des lois à l'Assemblée. Voilà le fonctionnement général de la Ve République. J'espère que c'est assez clair. Les couleurs que vous voyez, ça correspond aux différentes institutions. Et en fait, on a une distinction entre le pouvoir en bleu exécutif, c'est-à-dire faire appliquer les lois, respecter les lois par tous les fonctionnaires, notamment, c'est-à-dire diriger, par exemple, la police, diriger l'éducation nationale, diriger le centre des impôts, l'armée, etc. Et puis le Parlement qui, eux, vote les lois qui s'appliquent à tous. Pouvoir législatif. Pouvoir exécutif en bleu, pouvoir législatif en vert. Je vous disais, le président de la République a un pouvoir très important dans la Ve République, qui sont résumés par ces articles qui viennent de la Constitution. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il est le chef de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc en gros, c'est le personnage qui va faire en sorte que la Constitution et le fonctionnement de l'État soient bien respectés. Respect des traités, c'est-à-dire des accords internationaux. Donc il représente l'État français, y compris à l'étranger. Il est élu pour 5 ans, alors maintenant ça a changé, au suffrage universel direct. Il nomme le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. Il peut prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait qu'on refasse des élections législatives. Il est le chef des armées et il a le droit de grâce, c'est-à-dire qu'il a le droit de supprimer ou d'atténuer une sanction qui a été émise par la justice, c'est un troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire. Vous voyez que c'est assez large, il y a des pouvoirs de l'ordre militaire, de l'ordre judiciaire, des pouvoirs aussi au niveau politique qui sont très larges, qui ne sont pas que exécutifs. Donc on a un personnage qui pèse, qui est très important dans la démocratie française, bien plus que dans les autres pays européens qui nous entourent, où généralement, quand il y a un président de la République, ses pouvoirs sont assez limités, et c'est le Premier ministre qui mène vraiment la politique appliquée dans un pays. Une sorte d'exception en fait en Europe, avec ce pouvoir très important du président. Donc à retenir, la Ve République est une démocratie parlementaire, puisque le Parlement a le pouvoir législatif et qu'il est celui qui détermine la politique de la nation, mais le président et son gouvernement ont le pouvoir exécutif, et le président a beaucoup de poids. Donc j'ai récapitulé tous les pouvoirs qu'il a. Alors, suite à cette nouvelle constitution, des élections présidentielles sont organisées en 1962. Et vu le prestige du personnage, vous pouvez vous douter que Charles de Gaulle est élu président de la République. D'ailleurs au premier tour, c'est-à-dire qu'il recueille plus de la moitié des suffrages exprimés par les citoyens. Il est vraiment tout à fait reconnu. Donc, il va avoir plusieurs tâches à accomplir. La première d'entre elles, ce pourquoi il arrive au pouvoir, c'est de régler la question coloniale. Donc, il va s'exprimer plusieurs fois pour dire qu'il faut trouver une issue en fait aux guerres de colonisation, de décolonisation, et arriver à accepter finalement l'indépendance de ces États. Donc, il y a deux petits extraits de conférences de presse ou de façon dont il s'exprime dans les médias. Donc, les raisons qui avaient conduit naguère certains peuples civilisés à prendre sous leur coupe directe certains autres qui ne l'étaient pas, ces raisons-là sont en train d'achever de disparaître dans l'esprit même des ex-colonisateurs. La décolonisation est notre intérêt et par conséquent notre politique. Alors là, il reprend un argument qui avait été avancé dès le XIXe siècle, qui est que finalement les peuples européens avaient une sorte de devoir d'aller civiliser des peuples qui seraient moins avancés qu'eux-mêmes. Ça, c'est une justification qui permet encore une fois, de justifier la domination de territoires et de peuples en disant que finalement on le fait pour leur bien. Voilà. Donc il dit lui-même que ces raisons-là, finalement, elles n'ont plus lieu d'être au XXe siècle. Et donc en 62, c'est lui qui prend l'initiative de ce cessez-le-feu en Algérie et de l'avènement d'une Algérie indépendante, coopérant étroitement avec nous
Il trouve que ça satisfait la raison de la France, en gros que c'est l'intérêt de la France. Alors la coopération étroite, ça va être quelque chose de plus compliqué, mais effectivement, les accords d'Évian sont signés et l'Algérie devient un pays parfaitement indépendant en 1962. Ce qui provoque l'arrivée massive de pieds noirs qui fuient l'Algérie, donc ces colons français et européens, qui sont 1 million à débarquer dans le sud de la France suite à cette décision. De Gaulle va avoir une politique très marquée par l'affirmation de la France sur la scène internationale. On le voit à droite en train d'inaugurer un sous-marin lanceur de missiles nucléaires. Donc il va faire en sorte que la France devienne une puissance atomique au même titre que les États-Unis et l'URSS, c'est-à-dire qu'elle dispose de ses propres moyens de dissuasion nucléaire, de sous-marins et d'avions capables de lancer des bombes atomiques. Alors, il exprime cela dans une allocution radio-télévisée, c'est-à-dire qu'il s'exprime à la fois à la télé et à la radio, le 27 avril 1965. Et donc, je vais vous lire ce texte, vous allez voir qu'il y a cette idée que la France doit avoir sa propre voix dans un contexte, en 1965, de guerre froide, donc où normalement la France appartient au bloc occidental. Eh bien, De Gaulle marque une certaine distance quand même avec le bloc occidental et avec les États-Unis. Je vous lis. Nous avons choisi l'indépendance. Dans le domaine politique, il s'agit que, sans renier notre amitié américaine, nous nous comportions en Européens. Nous nous appliquons à rétablir d'un bout à l'autre de notre continent un équilibre fondé sur l'entente et la coopération de tous les peuples qui y vivent comme nous. Chaque nation doit être responsable d'elle-même. De là notre réprobation devant la guerre qui s'étend en Asie de jour en jour, le concours que nous apportons au développement de bon nombre de nouveaux États africains, les rapports que nous nouons avec la Chine, etc. Bref, il y a maintenant une politique de la France et elle se fait à Paris. Au point de vue de la sécurité, notre indépendance exige, à l'ère atomique où nous sommes, que nous ayons les moyens voulus pour dissuader nous-mêmes un éventuel agresseur. Dans l'ordre économique, scientifique, technique, pour sauvegarder notre indépendance, nous devons faire en sorte que nos activités demeurent pour l'essentiel françaises. Nous devons aussi soutenir coûte que coûte la concurrence dans les secteurs de pointe. Alors là, c'est très intéressant, il y a plusieurs mentions qu'il faut relever. Il se prononce pour la coopération entre Européens, sans renier notre amitié américaine. Il va être sur une sorte de ligne de crête entre l'alliance avec les États-Unis, qu'il ne renie pas, et l'indépendance de la France et des Européens. Il y a une réprobation de la guerre qui s'étend en Asie, donc là il fait clairement référence à la guerre du Vietnam notamment, qu'il désapprouve. Il soutient les États africains qui ont eu leur indépendance et il noue des relations avec la Chine. Alors la Chine, depuis 1947, est devenue communiste et la France est le premier pays occidental qui va reconnaître le gouvernement chinois et nouer des relations diplomatiques avec la Chine. Donc là, clairement, il prend ses distances avec la logique de bloc opposé qui ne se parle pas. Et il va vraiment insister sur l'indépendance de la France. Donc, indépendance, dissuader nous-mêmes, les activités doivent demeurer françaises. Donc il va vraiment insister pour que la France ait les moyens de se défendre sans compter uniquement sur l'appui américain. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, la France est la première puissance au niveau militaire de l'Union européenne, la première sur le continent européen avec la Russe et celle du Royaume-Uni, c'est les trois grandes armées du continent, et cela vient de cette politique. Mais le pouvoir de Gaulle n'est pas accepté par tous. Il rencontre aussi une opposition puisque sa constitution et son rapport personnel au pouvoir sont jugés par certains comme trop autoritaires, trop même monarchiques dans sa façon de faire. Donc vous avez ici un dessin, une caricature, qui a été faite par Lefel dans le Canard enchaîné en 1963, où vous voyez De Gaulle comparé, je pense que vous avez reconnu, au roi Soleil, au roi Louis XIV, donc le roi absolu par excellence. Donc, il est représenté ainsi parce qu'on critique donc cette idée qu'il se comporte plus en roi de France finalement qu'en président de la République. Et donc il rencontre une forte opposition et une opposition grandissante au fur et à mesure de son mandat.
Et c'est en 1968 que va éclater une très grave crise à la fois politique et sociale. Donc ici, vous avez une photographie qui a été prise le 6 mai 1968 dans des rues parisiennes. Et vous voyez des jeunes qui lancent des pavés sur la police qui se trouve ici en arrière-plan. Donc, qu'est-ce que c'est que cette contestation et d'où vient-elle? Alors, pour le comprendre, nous allons visionner un documentaire issu d'une série une web-série documentaire qui s'appelle La Grande Explication, qui d'ailleurs propose des documentaires de ce type sur à peu près toutes les parties du programme. Donc, je vous encourage vraiment à aller voir ces documentaires qui sont gratuits, qui sont accessibles en ligne. Ils sont faits par l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel français, et par France Télévisions, et sont vraiment de très bonne qualité. Donc, je vous laisse visionner cette vidéo qui dure 5 minutes.
Il sera question d'histoire. Française, Français, I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 10 mai 1968, vers 21h30, plus de 20 000 étudiants se rassemblent dans le quartier latin à Paris. Un vent de révolte souffle sur la capitale où l'on dresse des barricades. Les forces de l'ordre se pressent autour des manifestants et à 2h15, l'assaut est donné. Les lacrymos fusent, les cocktails Molotov explosent, les pavés volent. C'est la nuit des barricades. Elle marque un tournant décisif dans les événements qui agitent la capitale depuis une semaine. En 1968, cela fait 10 ans que la France est présidée par le général de Gaulle. La croissance économique ralentit, le chômage augmente et la rigidité de la société est contestée par une jeunesse en quête d'émancipation qui écoute du rock'n'roll et a les cheveux longs. Il y a une aspiration extraordinaire au changement. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. La femme qui veut être vraiment libre, elle n'a qu'à pas se marier. À la faculté de Nanterre, nouvelle annexe de la Sorbonne, la révolte gronde. Des groupuscules d'extrême gauche se structurent. Ils dénoncent la société de consommation, réclament la rénovation du modèle universitaire et militent contre la guerre au Vietnam, symbole de l'impérialisme américain. Leur objectif, renverser l'ordre établi. Le 22 mars, l'arrestation d'un étudiant du comité Vietnam national met le feu aux poudres. Ses camarades de Nanterre décident de former un mouvement de contestation. Parmi eux, un jeune militant anarchiste propose d'occuper l'un des bâtiments. Il s'appelle Daniel Cohn-Bendit. C'est le mouvement du 22 mars. Vendredi 3, les étudiants de la Sorbonne invitent leurs camarades de Nanterre à tenir un meeting dans la cour de la Sorbonne. De fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Mais très vite, les forces de l'ordre pénètrent dans l'université pour évacuer les étudiants. Les premiers pavés sont lancés. De violents affrontements éclatent, la tension monte d'un cran. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps. Près de 400 étudiants sont arrêtés. La semaine suivante, l'agitation se propage dans les villes de province. Le mouvement prend de l'ampleur. Les étudiants sont dans la rue. Le 10 mai, des dizaines de milliers d'étudiants rejoignent les manifestations. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. Paris prend des allures de bastion révolutionnaire. Au petit matin, le quartier latin semble avoir été balayé par une tornade. Et tandis qu'on fait le bilan de la nuit, on se demande ce que réserve la nouvelle journée qui commence. Le 13 mai, les syndicats appellent à la grève et les travailleurs descendent dans la rue. À la fronde étudiante se greffe alors un vaste mouvement social. Des manifestations massives éclatent dans tout le pays. Les ouvriers qui réclament de meilleures conditions de travail et de salaire occupent les usines. En quelques jours, la France est paralysée par le plus important mouvement de grève de son histoire. Près de 10 millions de personnes y participent. Avec une retraite qu'ils vous donnent, vous savez, hein, c'est pas beau. La gravité des événements semble d'abord échapper au général de Gaulle et à son Premier ministre. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Mais le 24 mai, alors que la France est encore dans la rue, le général de Gaulle s'adresse aux Français. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements. Universitaires, puis sociaux. Il a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi. De nouvelles violences éclatent. Une nouvelle nuit des barricades commence. Le lendemain, le Premier ministre Georges Pompidou promet des avancées sociales et commence des négociations avec les syndicats. Elles aboutissent aux accords de Grenelle qui proposent notamment une augmentation des salaires, une réduction du temps de travail, la mise en place d'allocations familiales. Mais, jugés insuffisants, ils sont immédiatement rejetés par la rue et les grèves se poursuivent. Le 30 mai, le général de Gaulle préside un conseil des ministres, puis fait connaître sa décision à la radio. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Dans la soirée, une foule de 500 000 personnes se rassemble sur les Champs-Élysées pour lui témoigner son soutien. Inquiets de la violence et de l'agitation dans le pays, ces Français s'en remettent à lui.
l'ordre revient. Un an plus tard, pourtant, le général de Gaulle démissionne, n'étant plus soutenu par les Français. Mai 68 aura-t-il eu raison de lui? La vie publique dans ce pays ne sera probablement plus après ce qu'elle était avant. Il sera question d'histoire. Française, Français, I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 10 mai 1968, vers 21h30, plus de 20 000 étudiants se rassemblent dans le quartier latin à Paris. Un vent de révolte souffle sur la capitale où l'on dresse des barricades. Les forces de l'ordre se pressent autour des manifestants et à 2h15, l'assaut est donné. Les lacrymos fusent, les cocktails Molotov explosent, les pavés volent. C'est la nuit des barricades. Elle marque un tournant décisif dans les événements qui agitent la capitale depuis une semaine. En 1968, cela fait 10 ans que la France est présidée par le général de Gaulle. La croissance économique ralentit, le chômage augmente et la rigidité de la société est contestée par une jeunesse en quête d'émancipation, qui écoute du rock'n'roll et a les cheveux longs. Il y a une aspiration extraordinaire au changement. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. La femme qui veut être vraiment libre, elle n'a qu'à pas se marier. À la faculté de Nanterre, nouvelle annexe de la Sorbonne, la révolte gronde. Des groupuscules d'extrême gauche se structurent. Ils dénoncent la société de consommation, réclament la rénovation du modèle universitaire et militent contre la guerre au Vietnam, symbole de l'impérialisme américain. Leur objectif, renverser l'ordre établi. Le 22 mars, l'arrestation d'un étudiant du comité Vietnam national met le feu aux poudres. Ses camarades de Nanterre décident de former un mouvement de contestation. Parmi eux, un jeune militant anarchiste propose d'occuper l'un des bâtiments. Il s'appelle Daniel Cohn-Bendit. C'est le mouvement du 22 mars. Vendredi 3, les étudiants de la Sorbonne invitent leurs camarades de Nanterre à tenir un meeting dans la cour de la Sorbonne. De fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Mais très vite, les forces de l'ordre pénètrent dans l'université pour évacuer les étudiants. Les premiers pavés sont lancés. De violents affrontements éclatent, la tension monte d'un cran. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps. Près de 400 étudiants sont arrêtés. La semaine suivante, l'agitation se propage dans les villes de province. Le mouvement prend de l'ampleur. Les étudiants sont dans la rue. Le 10 mai, des dizaines de milliers d'étudiants rejoignent les manifestations. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. Paris prend des allures de bastion révolutionnaire. Au petit matin, le quartier latin semble avoir été balayé par une tornade. Et tandis qu'on fait le bilan de la nuit, on se demande ce que réserve la nouvelle journée qui commence. Le 13 mai, les syndicats appellent à la grève et les travailleurs descendent dans la rue. À la fronde étudiante se greffe alors un vaste mouvement social. Des manifestations massives éclatent dans tout le pays. Les ouvriers qui réclament de meilleures conditions de travail et de salaire occupent les usines. En quelques jours, la France est paralysée par le plus important mouvement de grève de son histoire. Près de 10 millions de personnes y participent. Avec une retraite qu'ils vous donnent, vous savez, hein, c'est pas beau. La gravité des événements semble d'abord échapper au général de Gaulle et à son Premier ministre. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Mais le 24 mai, alors que la France est encore dans la rue, le général de Gaulle s'adresse aux Français. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements. Universitaires, puis sociaux. Il a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi. De nouvelles violences éclatent. Une nouvelle nuit des barricades commence. Le lendemain, le Premier ministre Georges Pompidou promet des avancées sociales et commence des négociations avec les syndicats. Elles aboutissent aux accords de Grenelle qui proposent notamment une augmentation des salaires, une réduction du temps de travail, la mise en place d'allocations familiales. Mais, jugés insuffisants, ils sont immédiatement rejetés par la rue et les grèves se poursuivent. Le 30 mai,
le général de Gaulle préside un conseil des ministres, puis fait connaître sa décision à la radio. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Dans la soirée, une foule de 500 000 personnes se rassemble sur les Champs-Élysées pour lui témoigner son soutien. Inquiets de la violence et de l'agitation dans le pays, ces Français s'en remettent à lui. L'ordre revient. Un an plus tard, pourtant, le général de Gaulle démissionne, n'étant plus soutenu par les Français. Mai 68 aura-t-il eu raison de lui? La vie publique dans ce pays ne sera probablement plus après ce qu'elle était avant. Il sera question d'histoire. Française, Français, I have a dream. Je suis contre la peine de mort. Le 10 mai 1968, vers 21h30, plus de 20 000 étudiants se rassemblent dans le quartier latin à Paris. Un vent de révolte souffle sur la capitale où l'on dresse des barricades. Les forces de l'ordre se pressent autour des manifestants et à 2h15, l'assaut est donné. Les lacrymos fusent, les cocktails Molotov explosent, les pavés volent. C'est la nuit des barricades. Elle marque un tournant décisif dans les événements qui agitent la capitale depuis une semaine. En 1968, cela fait 10 ans que la France est présidée par le général de Gaulle. La croissance économique ralentit, le chômage augmente et la rigidité de la société est contestée par une jeunesse en quête d'émancipation, qui écoute du rock'n'roll et a les cheveux longs. Il y a une aspiration extraordinaire au changement. Ma mère m'a dit, Antoine, fais-toi couper les cheveux. Je lui ai dit, ma mère, dans 20 ans, si tu veux. La femme qui veut être vraiment libre, elle n'a qu'à pas se marier. À la faculté de Nanterre, nouvelle annexe de la Sorbonne, la révolte gronde. Des groupuscules d'extrême gauche se structurent. Ils dénoncent la société de consommation, réclament la rénovation du modèle universitaire et militent contre la guerre au Vietnam, symbole de l'impérialisme américain. Leur objectif, renverser l'ordre établi. Le 22 mars, l'arrestation d'un étudiant du comité Vietnam national met le feu aux poudres. Ses camarades de Nanterre décident de former un mouvement de contestation. Parmi eux, un jeune militant anarchiste propose d'occuper l'un des bâtiments. Il s'appelle Daniel Cohn-Bendit. C'est le mouvement du 22 mars. Vendredi 3, les étudiants de la Sorbonne invitent leurs camarades de Nanterre à tenir un meeting dans la cour de la Sorbonne. De fait, ici, nous occupons la Sorbonne. Mais très vite, les forces de l'ordre pénètrent dans l'université pour évacuer les étudiants. Les premiers pavés sont lancés. De violents affrontements éclatent, la tension monte d'un cran. La poussée de fièvre a surpris par son ampleur et le degré de sa violence. Une violence qu'on n'avait pas connue ici depuis longtemps. Près de 400 étudiants sont arrêtés. La semaine suivante, l'agitation se propage dans les villes de province. Le mouvement prend de l'ampleur. Les étudiants sont dans la rue. Le 10 mai, des dizaines de milliers d'étudiants rejoignent les manifestations. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. Paris prend des allures de bastion révolutionnaire. Au petit matin, le quartier latin semble avoir été balayé par une tornade. Et tandis qu'on fait le bilan de la nuit, on se demande ce que réserve la nouvelle journée qui commence. Le 13 mai, les syndicats appellent à la grève et les travailleurs descendent dans la rue. À la fronde étudiante se greffe alors un vaste mouvement social. Des manifestations massives éclatent dans tout le pays. Les ouvriers qui réclament de meilleures conditions de travail et de salaire occupent les usines. En quelques jours, la France est paralysée par le plus important mouvement de grève de son histoire. Près de 10 millions de personnes y participent. Avec une retraite qui vous donne, vous savez, hein, c'est pas beau.
La gravité des événements semble d'abord échapper au général de Gaulle et à son Premier ministre. Si je puis vous résumer l'opinion du président de la République, c'est la réforme oui, la chienlit non. Mais le 24 mai, alors que la France est encore dans la rue, le général de Gaulle s'adresse aux Français. Tout le monde comprend évidemment quelle est la portée des actuels événements. Universitaires, puis sociaux. Il a dit n'importe quoi. Il a dit n'importe quoi. De nouvelles violences éclatent. Une nouvelle nuit des barricades commence. Le lendemain, le Premier ministre Georges Pompidou promet des avancées sociales et commence des négociations avec les syndicats. Elles aboutissent aux accords de Grenelle qui proposent notamment une augmentation des salaires, une réduction du temps de travail, la mise en place d'allocations familiales. Mais, jugés insuffisants, ils sont immédiatement rejetés par la rue et les grèves se poursuivent. Le 30 mai, le général de Gaulle préside un conseil des ministres, puis fait connaître sa décision à la radio. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. Je dissous aujourd'hui l'Assemblée nationale. Dans la soirée, une foule de 500 000 personnes se rassemble sur les Champs-Élysées pour lui témoigner son soutien. Inquiets de la violence et de l'agitation dans le pays, ces Français s'en remettent à lui. L'ordre revient. Un an plus tard, pourtant, le général de Gaulle démissionne, n'étant plus soutenu par les Français. Mai 68 aura-t-il eu raison de lui? La vie publique dans ce pays ne sera probablement plus après ce qu'elle était avant. Donc ce qu'il faut retenir de la présidence de Gaulle, c'est deux points principaux. Le fait qu'elle soit marquée par l'acceptation de la décolonisation et l'affirmation de la puissance de la France dans le monde, et le fait aussi qu'elle soit jugée trop autoritaire et qu'on a cette grande crise de mai 1968, vous voyez, qui fait coïncider des aspirations à plus de liberté, des aspirations d'ordre social de la jeunesse étudiante, à des aspirations beaucoup plus sociales et économiques des travailleurs et notamment des ouvriers, qui en fait transforment la société française. Donc De Gaulle quitte le pouvoir affaibli en 1969, pas directement suite à ces événements, mais peu de temps après. Après lui, eh bien, plusieurs présidents de la République sont élus. Donc vous avez ici une frise chronologique qui représente l'intégralité de la Ve République depuis 1958 jusqu'à 2022 et la présidence actuelle d'Emmanuel Macron qui vient d'être réélu pour un second mandat. Donc vous avez sur cette frise les dates des mandats des différents présidents et j'ai ajouté les portraits officiels des différents présidents de la République qui se sont succédés. Donc le général de Gaulle, puis Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Donc on voit dans ces portraits, d'ailleurs c'est intéressant de les comparer, les points communs, les ruptures, les divergences dans la façon de se faire représenter. Donc De Gaulle et Pompidou ont une représentation assez classique, ils ont le costume des présidents depuis la Troisième République avec la médaille de la Légion d'honneur, voilà, donc quelque chose de très solennel devant la bibliothèque de l'Élysée. Cela est complètement remis en question, une vraie rupture avec Valéry Giscard d'Estaing qui a un costume tout à fait moderne avec un drapeau français en arrière-plan et même un cadrage, un format paysage assez novateur. On revient à quelque chose de plus classique avec François Mitterrand qui ne reprend pas pour autant le costume traditionnel du président mais qui se fait représenter lui aussi dans la bibliothèque de l'Élysée. Jacques Chirac va choisir l'extérieur du palais de l'Élysée, le jardin, et on voit le drapeau français qui se trouve derrière lui. On a ensuite le président Nicolas Sarkozy qui est lui aussi dans la bibliothèque de retour à votre de l'Élysée, avec l'apparition du drapeau européen qui montre eh bien, que la France s'inscrit beaucoup plus qu'auparavant dans cet ensemble politique. François Hollande rejoue finalement le portrait de Jacques Chirac avec une photographie dans les jardins de l'Élysée, avec là encore un clin d'œil au drapeau français qu'on voit en arrière-plan, cette fois-ci sur la façade.
Et puis Emmanuel Macron qui en fait fait une sorte de mix des deux, puisqu'il est à la fois dans un bureau, mais avec le jardin en arrière-plan, dans une pose qui est là aussi plus originale, hein, qui veut marquer une rupture avec ce qui se fait précédemment. C'est assez intéressant de comparer ces images du pouvoir qui ensuite se retrouvent dans chaque mairie de France. Hein. Vous savez que ces portraits officiels sont affichés dans chaque mairie, et donc ils envoient un certain message. Donc, ce que je voulais aussi vous montrer, c'est qu'on a une alternance, on appelle ça une alternance, c'est-à-dire que les présidents ne sont pas toujours du même bord politique. Il y a des présidents qui sont classés à droite, des présidents qui sont classés à gauche, et des présidents qui s'affirment centristes, c'est-à-dire dépasser le clivage gauche-droite. Hein. Alors, le premier à se présenter comme centriste est Valéry Giscard d'Estaing, et le deuxième est Emmanuel Macron. Donc, on voit qu'en fait, on a eu des changements, des alternances de sensibilité politique qui tient à la tête de l'État. Et cela montre que la France est bien une démocratie où plusieurs opinions différentes peuvent se présenter aux élections et gagner les élections. Alors, vous avez ici une caricature de Plantu, qui est dessinateur au Monde, qui date du 10 novembre 1986. À ce moment-là, c'est le président François Mitterrand, qui est représenté à droite, qui est au pouvoir en tant que président. À côté de lui est présenté son Conseil des ministres. Et peut-être que vous reconnaissez le Premier ministre ici, hein, qui va présenter son projet de loi. Il s'agit de Jacques Chirac. Alors, si vous avez bien observé tout à l'heure, vous avez dû remarquer que Jacques Chirac est président après François Mitterrand et que lui est de droite alors que Mitterrand est de gauche. Alors, on va expliquer cette bizarrerie. Donc, bon, tout le monde est d'accord. Parfait, j'ai porté ça au Parlement, alors que le président a dit non, mais on voit qu'il n'en tient aucun compte. Alors, qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, il y a ce qu'on appelle une cohabitation. Alors, c'est arrivé plusieurs fois, 3 fois avant la Ve République, que le président et son Premier ministre ne soient pas du même bord politique. Comment ça se produit? Tout simplement lorsque un président qui est en place, on organise des élections législatives pendant son mandat, on va dire les députés, et les Français choisissent d'élire une majorité de députés qui n'est pas du camp du président. Donc là, on a un blocage. On a un président dans un camp, une assemblée dans l'autre. C'est le président qui est censé nommer le Premier ministre. Mais s'il nomme quelqu'un de son camp, alors que l'Assemblée n'est pas de son camp, eh bien chaque fois que ce Premier ministre va proposer une loi, elle va être rejetée par l'Assemblée nationale. Donc le président n'a pas le choix. Pour que les lois puissent être votées et que le pays puisse être gouverné, il doit choisir son Premier ministre dans les rangs du parti qui est arrivé majoritaire à l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui se passe là en 1986. Donc président de gauche, Assemblée nationale de droite, donc Premier ministre et gouvernement de droite. Alors à retenir, depuis De Gaulle, 7 autres présidents se sont succédés. Lorsqu'on passe d'un président de droite à un président de gauche ou l'inverse, on parle d'alternance. Et lorsque le Premier ministre n'est pas du camp du président, on parle de cohabitation, lorsque les présidentielles et les législatives n'ont pas donné le même résultat. Les 2 présidents qui ont été en place le plus longtemps sont François Mitterrand et Jacques Chirac, car ils ont été réélus. C'est aussi le cas d'Emmanuel Macron, qui donc, si tout se passe de façon normale, devrait avoir un mandat de 10 ans. Alors vous voyez que pour François Mitterrand et Jacques Chirac, c'est plus long que ça, parce que il s'agissait pour François Mitterrand de 2 septennats, donc 2 mandats de 7 ans, et pour Jacques Chirac, d'un septennat et d'un quinquennat, ce qui explique que les durées ne soient pas les mêmes. Et voilà, c'est fini pour ce cours sur la Ve République. Il restera encore la dernière partie du chapitre sur les transformations de la société française.